Chers collègues, la table ronde a pour thème le rôle des sciences du langage dans la promotion du multilinguisme. Avec votre accord, je voudrais poser 2 questions pour lancer ce débat. On a vu l'école de Tervuren, on a vu l'école de Paris, de Lyon, de Stellenbosch et du monde entier. On sait qu'aujourd'hui, des centaines et des centaines de thèses ont été écrites sur le langue. Des ouvrages par milliers sans doute ont été écrits sur les langues bantoues. Des articles scientifiques par milliers aussi ont été écrits sur les langues bantoues, bâclées en général, les langues gabonaises en particulier. Avons-nous l'impression, ou je vous pose la question à vous aussi mesdames et messieurs les étudiants, avez-vous l'impression que ces travaux de recherche servent nos langues au sens où elles se portent mieux? Est-ce que le fait qu'il y a une thèse, est-ce que le fait qu'il y a un article scientifique, est-ce que le fait qu'il y a un mémoire sur une langue gabonaise valorise cette langue et fait que cette langue soit parlée? En d'autres termes, avez-vous l'impression que nous, les linguistes, sommes véritablement utiles à la vitalité de nos langues? Est-ce que nous y sommes pour quelque chose si nos langues sont parlées dans les foyers? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Est-ce que notre travail est vraiment pertinent au sens où nous contribuons efficacement à la vitalité de nos langues, au sens où dans les foyers elles sont parlées entre parents et enfants, au marché c'est en langue gabonaise, quand vous prenez le taxi le matin de chez vous jusqu'à l'université, etc., etc. Est-ce que les sciences du langage ont une quelconque utilité pour la vitalité des langues gabonaises? Le débat est lancé. Peut-être vais-je donner la parole en premier au professeur Mabungu, qui est le coordonnateur et qui saura, mieux que nous tous ici, planter le décor. Professeur, nous attendons votre avis. Merci. Merci beaucoup pour la question. En fait, la question, de mon point de vue, devrait être posée aux étudiants et à la population au sens large. Parce que nous ne pouvons pas être juges et partis. Nous sommes les spécialistes et nous ne pouvons pas dire si nous impactons véritablement dans notre travail pour le développement des langues nationales. C'est la société dans son ensemble qui pourra dire si notre travail est utile pour la promotion des langues. Mais qu'à cela ne tienne, je dirais qu'il y a un domaine de la linguistique gabonaise qui doit être revitalisé. C'est le domaine de la linguistique appliquée. Tout ce que nous produisons comme article, comme thèse, doit faire l'objet d'une application. Ça doit être récupéré dans le cadre de la linguistique appliquée. Voici ce qui se fait dans le cadre de la linguistique appliquée. Le français langue étrangère, qu'on appelle FLE, ce sont des applications, des théories qui sont produites par les linguistes. English Foreign Language, c'est des applications de la linguistique appliquée. Je pense que, de mon point de vue, je veux m'arrêter là et redistribuer les cas pour que chacun puisse intervenir sur la question. Je vous remercie. Nous allons donner la parole au professeur Mebia Makono. Professeur Mebia Makono, pensez-vous qu'il soit possible de revoir notre ingénierie de formation, de revoir notre programme de formation pour adapter les sciences du langage à l'université Omar Bongo aux objectifs fixés avant vous par le professeur Mabongo? C'est une question qui est cruciale. Demander à ce qu'on puisse revoir une ingénierie pour l'adapter à l'auditoire, je crains que chaque année, on soit habitué par rapport à un public cible de reconfigurer des sortes de formation. On n'invente pas la roue au Gabon ou à l'Université Omar Bongo. L'Université Omar Bongo a un département des sciences du langage qui est né en 1994 avec des objectifs. Ces objectifs-là étaient entre autres de mettre en place un cadre institutionnel pour développer, vulgariser les langues gabonaises de manière générale. Mais, chemin faisant, pour me reprendre, on a vu que ce département qui, à l'initial, lorsque nous commencions les enseignements, on parlait davantage de linguistique et non pas des sciences du langage. Et on s'est rendu compte que, à la réalité, nous étions arrivés aujourd'hui
non plus à parler du renforcement de la langue, mais des sciences du langage. Aujourd'hui, si des hommes qui gèrent l'institution ou qui gèrent notre département pensent qu'il y a lieu de repenser l'ordre de formation, je dirais d'entrer comme ça que cela me semble un peu précipité. Les choses ne devraient pas se faire de cette manière-là. Pour faire écho à ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Mavungu, je pense qu'il faut créer des cadres. Parce que, à côté du fait qu'un enseignant produit du savoir, dispense du savoir, il n'y a que ce savoir-là est destiné à qui? En réalité, à un public, à un auditoire élitiste. Pour venir à l'université, il faut avoir au moins le baccalauréat. Ce n'est pas tout le monde qui a un baccalauréat. Et donc, si on a une intention de populariser notre savoir, parce que ce savoir-là, on va s'asseoir pour voir quels sont les formats dans lesquels, à notre niveau, on peut davantage toucher les personnes. Et je crois qu'en l'occurrence, le fait que nous nous retrouvions ce matin avec des journées de la langue maternelle, qui est un prétexte, emmène les uns et les autres à se poser les bonnes questions. Moi, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que ma langue puisse toujours exister dans l'espace monde? Voilà les vraies questions. À une politique qui peut nous dépasser dans le maestro des langues du monde qui nous prennent dans ce tourbillon-là, qu'est-ce que nous, individuellement, nous pouvons faire? Je crois qu'à titre personnel, on peut se décider, c'est quelque chose que moi je vous dis, hein, moi qui suis spécialiste en linguistique française, ce matin quand j'écoutais les collègues parler en langue franc, croyez-moi que je suis profondément admiratif, je me dis, j'ai encore des choses à faire. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? À mon niveau, je me dis, tous les dimanches, je peux faire en sorte que chez moi, avec mes enfants, que nous parlions autant que faire se peut, la langue franc par exemple. Voilà sur la base de ces petits pas qu'on peut arriver progressivement à des choses beaucoup plus finies, tout naturellement, comme ça a été le cas de l'excellente intervention publique de communication de nos deux collègues ici qui parlaient des médias. On peut avoir des supports médiatiques, mais pour arriver à ces supports médiatiques, il faut déjà avoir cette envie forte de développer ces langues et de comprendre quel est l'enjeu des langues. En un mot, comme en mille, je dirais simplement que la place des langues est fondamentale dans notre pays parce que si nous ne parlons pas notre langue, nous sommes de façon active ou passive complices de l'inguicide de nos langues. Alors, nous allons passer le micro au professeur Medjo Djumbe, qui est un linguiste de terrain. Peter Medjo, à votre avis, vous êtes l'un des linguistes gabonais les plus habitués au terrain. Qu'est-ce qui fait défaut dans ce que le département fait comme travail? Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que l'impact du travail des linguistes ne soit pas visible chez le Gabonais lambda, ne soit pas visible sur le terrain, pour faire que nos langues, finalement, pour faire que, au sein des communautés, des projets soient développés, un peu comme on a vu au Cameroun avec le professeur Taladieu, paix à son âme, mais le professeur Taladieu a réussi à dynamiser des projets de développement des langues du Cameroun. Qu'est-ce qui fait que les sciences du langage n'arrivent pas à des résultats similaires? Je dois dire que le département des sciences du langage est important pour les langues du Gabon, pour l'enseignement des langues. Il y a deux façons d'apprendre une langue, de façon principale. On peut l'apprendre à la maison, par le truchement des parents. On peut aussi l'apprendre à l'école. Alors, je pense qu'on ne peut pas simplement penser que ce soit le département des sciences du langage qui peut seul s'occuper de l'enseignement des langues, parce que c'est un grand projet, parce qu'il y va de nos identités en tant qu'Africains. Il faut se souvenir qu'avant les indépendances, nos langues étaient enseignées à l'école de façon beaucoup plus efficace que maintenant. Nos parents savaient écrire et lire en langue. Bien sûr que ces enseignements se faisaient surtout par les missionnaires, que ce soit l'Église protestante ou l'Église catholique.
Mais malheureusement, cette tradition-là a été perdue. Cette tradition-là a été perdue à partir de l'année 1960, à partir de l'indépendance, où subitement le français est devenu la seule langue d'enseignement. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut voir, il faut revenir aux fondamentaux. On ne peut pas penser que l'université soit le seul lieu où on peut encourager l'enseignement et la transmission des langues. Il y a plusieurs niveaux, vous avez le primaire, ça doit commencer dès le départ, l'école primaire, le secondaire et enfin le supérieur. Au niveau du supérieur, on a l'obligation de faire de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale est importante. Mais après, il faut passer à l'étape de la production des outils pédagogiques, des livres, des dictionnaires que les enseignants vont utiliser pour apprendre les langues aux enfants. Mais pour finir, il y a aussi une question que j'aimerais poser. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Est-ce qu'on a l'impression que les choses avancent malgré le fait que nous publions des articles, des ouvrages? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Il faut aussi savoir si nous, les Gabonais, nous voulons vraiment, nous voulons de nos langues. Ça aussi, c'est une question importante à laquelle la société doit répondre pour savoir si finalement, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'il ne sert à rien aussi de développer des outils si la population n'est pas d'accord. Tout à fait, professeur Medio. Daniel et Virginie, vous qui êtes sociolinguistes, alors, dites-nous, est-ce que les Gabonais veulent de leur langue? La question posée par Peter est fondamentale. On peut faire ce qu'on peut. On peut écrire des livres, on peut écrire tout type de manuel. Mais qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là, au niveau social, au niveau socio-linguistique, autant pour moi? Est-ce que les Gabonais veulent de leur langue? Daniel et Virginie, dans l'ordre ou le désordre? C'est vous qui voyez. Merci, professeur. Est-ce que les Gabonais veulent de leur langue? Lorsqu'on entend les Gabonais parler au quartier, tout le monde semble vouloir voir les langues gabonaises être enseignées dans les établissements. Mais personne ne prend la responsabilité de le faire, personne ne prend l'engagement de le faire. Lorsque nous allons dans les familles, il y a des enfants aujourd'hui dont la langue de première acquisition est le français. Donc, leur langue maternelle devient le français, même quand les deux conjoints sont de la même langue maternelle. Alors, comment faire en sorte que les Gabonais rendent plus actifs leur langue? Peut-être réintroduire, comme l'a dit le docteur Engel, des pratiques culturelles. Parce que la pratique culturelle aide à sauvegarder la langue. Moi, je me souviens, j'ai eu la grâce de connaître le conte autour du feu avec les grands-parents. Et c'est au travers de ces pratiques du conte que j'ai intégré, que j'ai appris un certain vocabulaire qui n'est pas courant. On peut également s'intéresser au lexique spécialisé, c'est-à-dire des pratiques dans certains domaines précis. Tout le monde veut que les langues gabonaises soient d'actualité, mais je pense que nous avons un souci au niveau de la volonté. Quand je parle de la volonté, c'est à tous les niveaux. Nous, les enseignants au département des sciences du langage, si on modifie l'offre de formation et qu'on met à côté des matières fondamentales comme la phonétique et le reste, si on propose l'enseignement des langues gabonaises et à côté l'enseignement de la langue anglaise par exemple, combien d'étudiants vont s'inscrire dans ces langues? Combien d'étudiants vont s'inscrire dans ce domaine? Donc je pense que nous avons un souci de volonté. On veut bien que les choses se fassent, mais personne ne veut se mouiller. Il faut peut-être qu'on revoie aussi ça. Merci. Daniel? Est-ce que les Gabonais veulent leur langue? Est-ce que nous d'abord, on parle de langue à nos enfants, nous qui sommes ici présents? Monsieur Yenta, vos enfants parlent votre langue? Ils parlent Wolof et Islam. Madame, on peut savoir qu'on parle votre langue? Moi, je crois que ça devrait commencer par la famille. C'est-à-dire que les parents, nous, en tant que parents, on devrait parler d'abord aux langues à nos enfants.
Moi, j'ai appris à parler ma langue en allant au village. Mon père et ma mère étaient francs et ils ont parlé en français. C'est avec mes grands-parents que j'ai dû apprendre à parler la langue. Je crois qu'avant avant de parler, d'enseigner les langues d'enseigner les langues au sein de l'université, à l'école, on devrait d'abord, nous, en tant que parents, apprendre nos langues à nos enfants. Ça, c'est mon point. Mesdames et messieurs les étudiants, est-ce que vous avez une question à cette étape? Vous voudriez poser, oui, s'il vous plaît, vous venez ici, une question que vous voudriez poser à ces experts. Vous venez, monsieur? Oui, venez ici, Ah, vous pouvez prendre le micro pour la gueule. Attention, il faut qu'on vous filme là, vous devez apparaître. Voilà. Je remercie d'abord le panel des enseignants qui nous ont fait l'honneur d'être là pour mieux nous édifier. D'une manière suffisante, j'ai vu les différentes interventions, mais moi ma question va par rapport à la priorité de Madame Mpoussa. Elle a donné une solution en disant est-ce qu'il va falloir modifier l'offre de formation au sein du département des sciences du langage. Elle a parlé qu'il faudrait mettre les matières fondamentales de côté, c'est-à-dire la phonétique et la phonologie. Bon, lorsque nous, en tant qu'étudiants, nous venons en sciences du langage, c'est parce que nous espérons que nous avons des chances que la formation que nous allons suivre va nous permettre d'avoir un emploi. Si déjà il y a un problème de politique pour nos langues, est-ce que si nous on se base uniquement en sciences du langage, je prends le figure de Madame Mpoussa, en apprenant rien que nos langues, quelle sera notre langue de mère au sortir de cette formation-là? Dans la mesure où, s'il vous plaît, dans nos lycées, il n'y a pas de professeur de langue. Qu'est-ce que nous, on va devenir lorsqu'on finit de subir la formation en Ibounou, en Fan, en Togo? Et où est-ce que nous, on va travailler? Parce que c'est nous, dans ce cas, qui allons servir nous serons la continuité, au fait. On m'a formé en Isango, il faut que j'enseigne le Isango. Mais si déjà il y a un problème de politique déjà pour enseigner nos langues dans les lycées, et nous, la formation que nous allons venir subir ici, on va faire quoi? La garder avec nous, l'enseigner à nos enfants, à nous à la maison? C'est un peu ça. Chers collègues, je pense que nous avons tous entendu les applaudissements des étudiants. Ce sont des problèmes réels qui se posent. Nous sommes sûrs des cours que nous donnons, nous sommes sûrs de nos spécialités, mais sommes-nous sûrs des produits que nous formons du point de vue professionnel? Ce sera la deuxième question. La première, je voudrais la poser à Gaël Lucien. Gaël, est-ce que la cause est entendue ou bien il y a encore un espoir pour qu'un jour il y ait une politique linguistique au Gabon qui puisse donner au moins une petite place aux langues gabonaises? Bien, en tant que linguiste hispanophone, je reste suffisamment prévenu que la volonté politique est un fait majeur dans l'établissement des politiques de langue. Parce que moi, je suis enseignant de langue espagnole, et la langue espagnole s'est établie comme langue nationale à partir d'une volonté politique. À partir de ce moment, donc, je reste convaincu que par les politiques de langue, il reste toujours possible de trouver des voies et moyens pour la sauvegarde, pour la continuité, pour la survie de nos langues dites maternelles. Alors, je reprends, oui, le professeur Mélian. Vraiment à titre pédagogique, compléter ce que dit Gaël, pour que les étudiants comprennent bien que, parce que c'est une question qui nous est souvent posée par les étudiants. À quoi servent nos langues et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas parlées? Pourquoi est-ce qu'au Gabon, on n'a pas de langue nationale? Je n'anticipe rien, peut-être que la question devrait arriver. Ce ne sont pas des linguistes qui proclament quelle est la langue nationale d'un pays. Tout à l'heure, le professeur Diata l'a dit, les compétences existent pour pouvoir produire ce savoir-là. Phonétique, phonologie, lexique spécialisé, etc. Mais après, la volonté, elle est politique. Et donc, à partir de là, ce n'est pas de notre ressort.
Si on demande aujourd'hui, s'il y a une commande publique pour dire, dans un an, on voudrait une langue nationale au Gabon, on met en place un panel, avec tout naturellement tout l'accompagnement logistique qui s'ensuit, je peux vous dire en tant que linguiste que ce travail sera fait. Mais il faut bien comprendre que c'est un changement, c'est une révolution culturelle de faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui une langue nationale au Gabon. Dans ta communication tout à l'heure, par ailleurs très intéressante, tu as cité un certain nombre d'exemples au niveau mondial, tu as cité les Catalans. Et on voit bien que les Catalans sont attachés à leur culture, se battent même pour leur indépendance, se battent pour l'expression de leur langue, qui n'est pas l'espagnol. Pourquoi au Gabon, les différentes communautés n'ont pas cette fierté pour leur culture, à ton avis? On ne peut pas dire que les différentes communautés nationales n'ont pas une certaine fierté pour leur culture. Nous avons un modèle, nous avons décidé de construire une république et non des communautés. Je crois que nous suivons ce modèle-là. Mais ces langues sont quand même parlées. Quand vous allez, je crois que mon collègue a pris l'exemple de Radio 9 dans le Wallington, on parle du matin jusqu'au soir. Et les gens vivent avec la radio. Les grands-mamans qui ne connaissent pas grand-chose, ils savent déjà qu'à telle ou telle heure de la journée, il y a telle ou telle émission, ils vont aller tourner juste le bouton pour entendre les communiqués, pour entendre telle ou telle chose. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin. On a parlé tout à l'heure de volonté politique. Eh bien, il faut, c'est un État qui met en place une politique linguistique. Les communautés peuvent faire telle ou telle chose, mais si l'État, de l'autre côté, ne réagit pas favorablement, ces initiatives seront toujours vouées à l'échec. Alors, mon cher Engagne, c'est toi qui nous as donné l'exemple de Radio 9. La question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce que les femmes du Nord sont des martiens? Pourquoi ils font ce que d'autres n'arrivent pas à faire? En d'autres termes, comment peut-on envisager de généraliser ce que fait Radio 9 à l'ensemble du pays? Je vous remercie. Il faut avouer que le Nord se trouve dans un contexte géographique interculturel et que c'est un bassin de plusieurs influences culturelles. Quand vous regardez un peu, nous avons le Cameroun, en dehors des langues maternelles, le Cameroun a eu une influence anglaise, française et allemande. Et il y a aussi l'influence nigériane et haoussa. De l'autre côté, nous avons la Guinée équatoriale. Il faut avouer que elle est espagnole et la Guinée équatoriale a dû avoir la radio avant nous. Ce qui se passait, c'est que, effectivement, les émissions en langue maternelle n'existaient pas. Quand on entendait comment résonnait la radio Guinée Malabo, comme il l'appelait, en fait, les Gabonais du Nord avaient honte. Ils avaient honte, et je crois qu'à un certain moment, ils ont, à plusieurs niveaux, imité ce qui se passait en Guinée équatoriale, et ils se le sont réappropriés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, Radio 9, si vous voulez faire des recherches, dans tous les domaines, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure, on disait qu'il y a certains techniciens qui voient un peu tout ce qu'il y a comme vestige documentaire. Mais je crois que c'est un exemple qui est vraiment très apprécié. Et je crois que, vous savez, l'interculturel et la production interculturelle laisse toujours quelque chose de bénéfique. Même si quelquefois, on a l'impression qu'il y a un dominant. Mais dans le dominé aussi, on voit qu'on appelle beaucoup de points positifs. Voilà ce que je peux dire. Alors, on va faire un break pour redonner la parole aux étudiants. Il y en a un qui attend depuis quelques minutes déjà. Vous parlerez, ne vous inquiétez pas. Oui, Seigneur Peter. Bonsoir, chers camarades étudiants.
Bonsoir, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les professeurs. Je m'appelle donc Alego Bessière Jordan. J'ai appris à Bitam, c'est-à-dire que j'ai fait tout mon secondaire à Bitam. Et je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui, c'est que le fond ou la connaissance du fond que j'ai aujourd'hui est très importante. Pourquoi? Je vais en venir. Au cours de mes études au secondaire, les professeurs que j'avais avaient tendance à nous crier dessus, nous qui souvent à l'école, au lycée, n'hésitons pas à parler enfant pour pouvoir se faire comprendre sur certains points. Ils allaient même parfois jusqu'à punir certains élèves qui se faisaient prendre, c'est-à-dire les élèves qu'ils trouvaient en train de parler enfant. Tandis que dans cette ville-là, le franc est parlé par tout le monde à tout moment et à n'importe quel endroit. J'ai quasiment pas eu besoin que mes parents à la maison m'enseignent la langue parce que j'avais la radio Nord-Sud qui se passe dans tout le Hollandais, qui était là du jour et nuit, parce que j'avais des camarades qui, des heures et des heures durant, en plein match de football, n'hésitaient pas à parler encore. Est-ce que la langue maternelle a plus d'importance pour nos enseignants supérieurs et elle est quasiment rejetée par ceux du secondaire? C'est là ma mission. Régis, on va donner la parole à Seigneur Peter, s'il te plaît. Régis, il y a une question posée par l'étudiant. Alors, est-ce que la langue est beaucoup plus importante pour ceux qui sont à l'université par rapport à ceux qui sont au secondaire? Il faut bien comprendre quelque chose. On a parlé ici des programmes. Les programmes, nous pourrons les mettre en place. Monsieur Esson a demandé, je vais revenir à la question de l'autre. Monsieur Esson a demandé qu'est-ce que nous faisons de notre apprentissage si nous apprenons le Bournou au département des sciences du langage. Le département des sciences du langage va vous former. Il va vous montrer comment vous faites pour maîtriser les langues du Gabon. Mais la suite, ce n'est pas nous qui la donnons. Si on vous donne la possibilité de faire un master professionnel langue gabonaise et qui va permettre de former, de faire la didactique des langues gabonaises, on est capable de faire ça. Didactique des langues gabonaises, vous sortez de l'université avec une licence professionnelle et un master professionnel en langue du Gabon ou dans une langue bien spécifique, vous allez l'enseigner au lycée, vous êtes payé au même titre que le professeur d'anglais et d'espagnol. Ça, c'est ce qui est prévu normalement. C'est le métier. Vous avez dit qu'est-ce que je fais de la langue? Oui, mais Régis, s'il te plaît. Régis, l'expérience d'enseignement de langue à l'ENS a tourné court. Après le départ d'Auguste, je pense que le projet est mort et bien mort. Si nous ouvrons ici une licence professionnelle en didactique des langues gabonaises, qu'est-ce qu'ils vont bien faire ces pauvres étudiants? Qu'est-ce qu'ils vont bien faire ces pauvres diplômés? Où vont-ils travailler dans un cadre où il n'y a pas de structure? Voilà. Comment faire? Ta proposition, elle est bonne, mais comment faire pour y arriver? On revient à la même préoccupation, c'est tout simplement une question de volonté politique. Si vous permettez. Si vous permettez. On va faire le lien entre la réponse à cette question-là et je vais prolonger le propos de M. Yen tout à l'heure. Radio Yen, c'est le fait d'un pays, l'Allemagne. C'est un don de l'Allemagne en vue de la promotion du fonds. On comprend donc que c'est une question de politique linguistique. À côté de l'Allemagne, nous sommes une ancienne colonie française. La France ne promeut pas les langues nationales. C'est donc l'Allemagne qui, à la vue des deux pays environnants, s'est dit il serait bon qu'il y ait une continuité. C'est donc ce qui fait les autres provinces ou les autres communautés linguistiques ne sont pas des extraterrestres. Le franc n'est pas une communauté particulière. Ce qui se fait en franc peut se faire dans n'importe quelle langue, mais ça compte à condition que ce soit promu, soutenu.
Et aujourd'hui, ceux qui vivent dans le Nord, qu'ils regardent Radio IM, qui est en train de tomber en désuétude, parce qu'il y a comme une volonté d'éteindre la promotion de la langue. Donc, on a envie de dire, c'est bien que le fonds soit promu, ce serait mieux que l'ensemble des langues soient promues, mais il faut des moyens pour que cela arrive. C'est pour ça qu'il serait bon de poursuivre avec la réponse à la question. Régis a commencé à y répondre, mais la question du jeune homme, la première question, au sujet des débouchés que les sciences du langage offrent à leur formés. Alors, ce seront, j'ai vu le professeur Marungu, j'ai vu que le docteur Mbonzi souhaitait intervenir, alors qu'il veuille bien prendre la parole. Attendez, professeur Ndo. L'idée c'était, cette question elle est cruciale, c'est-à-dire qu'on organise le débat en 2 phases. La deuxième phase sera justement de voir si nous avons raison avec ces programmes-là, ce qu'en pensent les étudiants, et s'il faut, je ne sais pas, il faut faire quelle révolution, parce que finalement, les sciences du langage, pourquoi faire? Nos diplômés, pourquoi faire? C'est fondamental. Si vous permettez, professeur. Terminons avec cette première partie qui est une sorte d'état des lieux. Mathieu Bono-Hébert, vous qui avez la connaissance de la culture fan, on l'a vu tout à l'heure dans le débat sur l'ombette, à votre avis, vous qui êtes fan aussi, hein, il y en a d'autres qui ont étudié le fan sans être fan, qu'est-ce qui fait que le fan soit attaché à sa langue? Parce que tous les travaux qui sont menés montrent que s'il y a une langue qui se tient vraiment, qui résiste, c'est le fan. Est-ce que c'est seulement le fait du Wellington qui est quasi mono-ethnique? Je dis bien quasi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ethnies comme dans d'autres provinces. Qu'est-ce qui fait la spécificité du fan? On peut aller dans n'importe quel ministère, souvent on en rigole, on leur dit mais le français c'est la langue officielle, mais ils parlent le fan. Vous pouvez être partout, ils parlent le fan. Pourquoi les autres ne font pas comme ça? Voilà. Merci, professeur. J'ai bien envie de donner une réponse scientifique à votre question, mais je crains que ma réponse ne soit idéologique. Je crains que la réponse ne soit idéologique. Pourquoi? Parce que je ne sais par quelle psychologie le fan se sent toujours acculé, se sent toujours, on va dire, écarté de la gestion de la chose publique. Et ce qui fait en sorte qu'il se recroqueville pour valoriser son identité. C'est pour ça que j'ai dit, je crains de donner une réponse idéologique à votre question. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il tienne à son identité. Et je vais vous prendre un exemple. Au moment où on change d'immatriculation des véhicules, au moment où on change d'immatriculation des véhicules, je vous assure, dans la communauté femme, la disparition du G9 a été une blessure. La disparition du G9 a été une blessure. Et on reconnaît en ce 9-là l'identité culturelle. Et je veux dire, la participation des artistes tels que Pierre Clavers en chantant Biboulou n'a fait que accentuer cela. Donc, le fan est tellement attaché à son identité que toute velléité d'uniformisation de l'identité nationale culturelle sonne comme, on va dire, un gourdin sur sa tête. Voilà pourquoi, à tout moment, en tout lieu, il se sent obligé de parler, de s'exprimer en fan. Il n'est pas un martien, il est tout simplement attaché à son identité. Et la langue étant le véhicule de son identité, eh bien, il n'a pas à tout moment. Je vous remercie. Oui, vite. Je vais peut-être apporter un petit bémol à ce que mon collègue Mathieu vient de dire. Il faut savoir, quand vous parlez des fonds, il faut savoir de quels fonds on parle. S'agit-il
des vieux, des jeunes, de quelle génération parlons-nous? Là est la question également. Je pense pour ma part que ce qui est en train de, ce qui se passe au niveau des autres communautés du Gabon se passe également chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une perte. Hein. Globalement, il y a une perte progressive de nos langues. Pour la bonne raison que la plupart des parents, qu'ils soient intellectuels ou pas, ont maintenant tendance à transmettre la langue française aux enfants. Et ça concerne l'ensemble des communautés du Gabon. Il suffit de voir que, par exemple, la langue qui est la plus parlée à Libreville, c'est le français, et c'est une exception africaine, parce que quand vous allez dans d'autres capitales africaines, ce n'est pas souvent le cas. Si vous allez à Dakar, ce n'est pas le français que vous entendez dans la rue. Ou à Bamako, ce n'est pas le français, c'est le bambara. À Dakar, c'est le Wolof, etc. Donc je ne pense pas que ce soit une spécificité. Donc il faut vraiment utiliser la chose. Alors, Jeannette, elle n'a pas encore parlé beaucoup. Et FMI, qu'est-ce qui fait l'exception gabonaise? Pourquoi le Gabon, ancienne colonie française, la Centrafrique, ancienne colonie française, la RDC, bien sûr c'est belge, mais c'est la Belgique francophone, on le sait, le Congo, Brazzaville, le Sénégal, etc. Qu'est-ce qui fait que ces pays, si vous allez à Brazzaville, vous allez voir ce qui se passe, vous allez au Sénégal, etc. Le Sénégal qui a même une culture francophone supérieure à la nôtre. Hein. Il y a eu des villes comme Rufisque, par exemple, qui ont une culture qu'aucune ville gabonaise n'a eue, en tout cas bien avant. Qu'est-ce qui fait la spécificité gabonaise? Pourquoi nous perdons plus facilement notre identité culturelle et linguistique quand les autres ont tendance à la conserver alors que nous sommes tous francophones? Jeannette, FMI ou un autre, hein, c'est vous qui voyez. Professeur Maboumou, vous pouvez répondre à la question. Non, en fait, je voudrais répondre depuis longtemps à la question centrale qui nous réunit. L'utilité. C'est la question que vous venez de poser. Je vais donner le micro tout de suite aux sociolinguistes, aux lexicographes. La question de l'utilité des langues gabonaises. Je me rappelle d'un article important d'un aîné qui est aujourd'hui à la retraite, le professeur Bankor, je n'ai pas le citer. Place et utilité des langues gabonaises dans le paysage linguistique du Gabon. C'est un article de 1991. Je vais prendre une illustration simple. Nous connaissons la place et l'importance de la langue anglaise dans le monde de l'emploi. Lorsqu'on demande un emploi, il y a toujours le prérequis, c'est la maîtrise de la langue anglaise, souvent. Nous avons des multinationales dans notre pays. Je n'attaque aucune multinationale. Mais Olam, pour ne pas citer Olam, exerce dans le septentrion, le nord du Gabon. Lorsque les employés d'Olam exercent dans cette partie du pays, il ne leur est pas demandé la maîtrise d'une langue du pays, en l'occurrence la langue francophone. On leur demande de maîtriser le français et l'anglais. C'est contradictoire. Il faut créer l'utilité de l'apprentissage des langues gabonaises dans le système éducatif. Qu'est-ce qui empêche au pays de dire aux multinationales, si vous voulez exercer dans telle partie du pays, il faut maîtriser telle langue, puisque le franc dans cette région est un puissant facteur de socialisation. Ça éviterait tous les problèmes qu'on connaît dans le nord du pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne ce que nous produisons à l'université. En 1990, les universitaires ont produit pour la communauté l'alphabet scientifique des langues du Gabon. Cet alphabet existe, sauf que pour sa vulgarisation, ça nécessite la volonté politique. Ça a été mis dans un tiroir. Autre fait, l'orthographe des langues gabonaises a été produite en 1999.
Là encore, ça n'a jamais été vulgarisé. Nous avons les outils pour écrire dans nos langues, pour échanger dans nos langues. Mais il faut que ça soit vulgarisé. Il y a la question de la volonté politique. Pour finir, la fondation Rapona Walker, pour ne pas la citer, Rapidolang a enseigné, la fondation a enseigné via le manuel Rapidolang les langues gabonaises dans les établissements catholiques, mais aussi dans les établissements laïcs. Pendant 10 ans, le projet pilote a duré 10 ans. Au bout de la 10e année, la fondation s'est retirée. L'État n'a pas pu le renaître. Il faut créer une utilité pour nos langues. La langue se développe à 2 niveaux. Le niveau individuel, c'est l'individu qui dit comment est-ce qu'il fait pour maintenir sa langue vivante. Pour maintenir une langue vivante, il faut la maintenir vivante dans le foyer. Il faut parler nos langues dans les foyers. C'est le niveau individuel. Il y a le niveau étatique. Et là, c'est plus l'individu, c'est l'État. L'Afrique du Sud, nous avons été formés là-bas. C'est pourquoi nous en parlons. À 11 langues officielles, ça signifie qu'il y a 11 lignes budgétaires pour les langues sud-africaines. Mais les 11 langues officielles sont représentatives de la totalité des langues de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui empêche le Gabon de se doter de 10 langues? Nous ne cessons de le dire à partir de la classification interne du professeur Konzi Nikana. On peut avoir 10 unités de langue. Une langue dans chaque unité. On peut avoir deux choses. Une chose est claire au Gabon au niveau dialectal. Il y a 2 langues qui sont clairement représentées, c'est le Mienais et le Fan. Pour les autres langues, c'est un peu difficile, les travaux se poursuivent. Mais on peut avoir 2 grandes unités. Le Mienais, une unité lexicographique pour le Mien, une unité lexicographique pour le Fan. On peut produire, lorsque le docteur Olombo parlait tout à l'heure, quand on produit les grammaires au niveau universitaire, il faut que ces grammaires soient accessibles au niveau du secondaire et du primaire. C'est le travail de la linguistique appliquée. Comment est-ce que c'est appliqué au Gabon? Ce n'est pas appliqué du tout. Alors, on revient à la première question. Le professeur Musumba Iwanga avait la parole. Comment expliquez-vous la spécificité gabonaise? Ancienne colonie française comme le Sénégal, comme la Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, professeur, moi je vais parler d'un facteur socio-linguistique. La variété des langues, la multiplication de langues parlant dans l'angonier. Dans l'angonier, il y a une variété de langues, une variété de communautés linguistiques. On a quelques langues d'union. On peut parler dans le groupe Sirapono, il y a une intercompréhension qui est à 80-90%. On va revenir à la fameuse volonté politique. Nous, qu'est-ce que nous devons faire individuellement? C'est d'abord communiquer. Il y a aussi l'utilité de la langue. Il y a le phénomène de langue en présence. Et le statut de ces langues, l'utilité et le statut de ces langues. L'État ne prend pas en compte les langues. Regardez un peu, au niveau de notre constitution, quelle est la place de nos langues au niveau de notre constitution? Elle dit bien, cette constitution, que l'État va promouvoir. Autant que chez les autres, c'est pas ça. C'est pas une critique politique, mais c'est une observation en tant que citoyen en tant. Donc, il faut, on a révisé notre constitution tout dernièrement. On a vu des actions pour le côté politique. Mais il y a une dimension. On a oublié le côté linguistique ou le côté des mots linguistiques. C'est grave. Aujourd'hui, pour ceux qui ont voyagé, lorsque je suis arrivé dans mon université là-bas, on avait quelques cours de chinois. Et à l'école de hautes études à Marseille, il y a des investisseurs chinois qui sont arrivés et qui ont favorisé l'ouverture de classes chinoises ou de langues chinoises. Beaucoup de Français se sont engouffrés. Parce qu'ils avaient besoin de jeunes Français qui peuvent parler en chinois et étudier le chinois pour travailler en Chine
ils avaient aussi besoin. Et c'est le problème de l'utilité. L'utilité. Nous avons reçu ici un collègue allemand, je crois Marc, je peux dire Marc, belge, qui était venu avec un Américain, semble-t-il, qui voulait faire une traduction, documentation de langue gabonaise et puis pour l'implémenter au niveau des téléphones. J'ai été en Afrique du Sud par le biais du professeur Mambongo. J'ai utilisé le téléphone en Afrique du Sud, mais le téléphone est traduit en Shona, en Zoulou, en afrikaans, et vous n'êtes pas obligé de prendre la version française. Ça c'est simple, on peut le faire ici. C'est juste un logiciel d'adaptation et de traduction, c'est tout. Donc on va revenir. Le même problème, c'est la queue du serpent, le serpent qui se mord la queue, c'est une volonté politique. C'est tout. On peut, aujourd'hui, le professeur Mambongo a produit un dictionnaire en Ilungu français Ilungu. Le professeur Diata a produit un autre dictionnaire en Isango français. On a le lexique. C'est très simple. C'est le lexique. Il suffit. Le lexique qui est utilisé dans les téléphones, c'est le lexique visuel. C'est tout. C'est rien qu'au quelque temps, c'est facile. On retient, par exemple, le type d'orthographe qui a été produit pendant le dictionnaire du professeur Diata et du professeur Mambongo. C'est très simple. Tous les Gabonais peuvent le lire. Regardez un peu. J'ai été lecteur à l'église catholique. J'ai fait les lectures en Ipounou, en Mouila. Cette écriture, et l'écriture administrative ou ecclésiastique, a été faite par les colons. Mais moi, je parvenais à lire. Et les gens écoutaient. Donc, ce n'est pas une question d'écriture. C'est une question de volonté. Mais il faut aussi comprendre que nous aussi, nous traînons. Nous aussi, nous traînons. On demande beaucoup de crédit, mais nous traînons. Merci. Oui, la question était, est-ce que le Gabon est une exception dans l'environnement francophone, l'Afrique francophone? Qu'est-ce qui fait que le Wolof soit parlé au Sénégal et que le Ipounou ou le Fang ne soit pas parlé au Gabon? C'est d'abord un démon linguistique. Bon, je ne connais pas bien les situations sénégalaises, mais d'après ce que j'ai lu, les locuteurs Wolof sont de Dakar. Sont à Dakar, je ne sais pas, je crois qu'ils sont à Dakar. Et la Médina est composée essentiellement des locuteurs Wolof. Si vous allez à Saint-Louis, région que je connais aussi à travers les livres, il y a le Harpoula. Le Harpoula, c'est le tout couleur. Donc, c'est en ville, dans chaque ville, il y a des langues qui dominent. Il y a des langues qui dominent. La même chose au Mali, avec le Bambara. C'est d'abord la démon linguistique. Donc, les populations, les locuteurs qui parlent, pour valoriser. Nous, pourquoi les femmes parlent un tout de choses? Ce n'est pas plus vulgaire. C'est parce qu'ils sont de mots linguistiquement plus importants que les autres groupes. C'est un fait. On a des statistiques. Ça, c'est un fait, c'est un facteur. Non, il y a beaucoup de populations gabonaises qui pratiquent ce qu'on appelle, que les gens appellent la glottophagie, qui préfèrent avaler leur langue pour parler le français. C'est une question d'utilité, question de... la glottophagie, c'est choisir la langue et l'utilité, le moment, le prestige. Donc, les autres ne sont pas assez fiers de parler de leur langue. C'est ça, c'est cette identité de fierté. Aujourd'hui, je suis né à Mouila. J'ai vu des communautés qui ont refusé de disparaître. C'est pas vulgaire, les Apindji en général, en particulier. Mais cette communauté-là parle Apindji. Ils ont refusé de disparaître, ils parlent Apindji. Ils sont entourés des Poulous, des Zébi, des Massango, mais ils ont refusé de disparaître. Ils parlent Apindji. Il y a un facteur. Le facteur, c'est le mariage endogamique. Ils se marient entre eux.
la même famille, c'est pratiquement les gens qui viennent de la même branche, c'est les Kengenambangwe, les Monigo, qui parlent la même famille. Donc il y a d'abord le facteur, le mariage endogamique. Les autres cultivent beaucoup plus le mariage exogamique. Donc ils peuvent perdre la langue. Merci. Non, ce qu'on va retenir, c'est pour l'ensemble. Ce qu'on retient, c'est le facteur de la domination. N'est-ce pas? Pour qu'une langue s'impose, il faut que, entre guillemets, elle domine. Ce qui avantage on va dire, les étrangers qui vont dans le Nord, qui vont travailler dans le Nord, sont invités, plutôt obligés par les fonds, parce que pour acheter auprès du commerçant franc, n'est-ce pas? Et il faut qu'ils se socialisent. Ils se socialisent. C'est pour ça qu'ils viennent à part les fonds. Le Wolof, c'est un peu la même chose. Économiquement, les populations Wolof étaient fortes. Il fallait donc venir à... Donc on retient le facteur de la domination. Au Gabon n'est pas une particularité, mais il n'y a pas au Gabon une communauté non linguistique qui soit suffisamment forte pour en imposer aux autres. Voilà. Oui, mais professeur, on peut se poser la question de savoir pourquoi le Congo ne s'est pas imposé. Nous, tous les parents qui venaient du sud pour Mangasa, venaient travailler, parlaient congolais ou avaient des noms congolais. On dit je vais à Pungu, Pungu c'est Pongo. Voilà, c'est dommage, mais bon, il nous reste 14 minutes. Nous allons donc passer à la deuxième partie. On prend 10 minutes pour discuter de la deuxième partie et nous laisserons 4 à 5 minutes pour la clôture, Madame le directeur de département. Alors, chers collègues, mesdames et messieurs les étudiants, la deuxième partie c'est quelle est l'utilité des sciences du langage? Vous êtes ici en sciences du langage, vous allez avoir des licences, des masters. Pourquoi faire? Deuxième question, est-ce que ce que nous faisons de vous, est-ce que le contenu de votre formation vous donne des compétences professionnelles pour pouvoir travailler? Chers collègues, est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous faisons? Est-ce qu'il ne faut pas revoir quelque chose pour permettre à nos étudiants finalement d'avoir des compétences professionnelles immédiatement utilisables? Alors là, nous allons passer la parole au professeur Musunda Iwanga, s'il vous plaît, ici vraiment 30 secondes à chacun. Même ceux qui ne sont pas Max, même si tu n'es pas enseignant en sciences du langage, mais tu as un mot à dire, tu es gabonais. Voilà. Oui, il est en communication, désolé Max, tu es avec nous. Non, mais je te connais, il n'y a pas de souci. C'est Max que je ne voyais qu'à la télé. Donc, le professeur Musunda a la parole. 30 secondes, nous n'avons pas beaucoup de temps. Jeannette aura un temps plus long parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Merci professeur. C'est adapter le programme à la réalité gabonaise. C'est-à-dire économie et social. C'est tout. Oui, Max. Oui, Max. Les sciences du langage sont importantes pour le développement par exemple, de nos langues nationales. Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple d'un certain nombre de programmes culturels qui peuvent être conçus par le département des lettres, le département des sciences du langage, et qui peuvent être diffusés par des médias. Également, j'ai pris cet exemple de ce que les sciences du langage ont au Cameroun en mettant en place une télévision des langues nationales. Donc je pense que c'est un développement qui est très important, le développement de la politique linguistique dans le pays. Oui, chers collègues, Julien. Oui, bon, je pense que tout le monde parle des nouvelles, des autoroutes de l'information et de la communication, et tout le monde sait que si on ne s'adapte pas, on meurt. Mais je crois quand même que c'est un problème d'orgueil, parce que si nous n'avons pas de stratégie identitaire, je crois que c'est un danger pour nous. Regardez la Guinée équatoriale, un petit pays. Regardez même à Sao Tomé. Je crois qu'il y a le problème de l'affirmation identitaire. Nous ne sommes pas des Français. Et quelque part,
je ne sais pas, comme disait quelqu'un, on risque d'être javelisé. Et à un certain moment, quand on viendra ici, on aura l'impression de se retrouver dans la planète Max. J'en ai terminé. Oui, Mathurin. Bien, je ne sais pas si je peux me prononcer sur l'utilité du département des sciences du langage sans être linguiste. Bon, je pense que je peux me risquer à vanter l'importance de ce département dans la promotion des langues, mais en n'oubliant pas qu'une langue qui ne s'enseigne qu'à l'école, à l'université, est appelée à mourir. Nous enseignons le latin aujourd'hui sans en avoir des locuteurs. Alors donc, si le département des sciences du langage ne s'arrête qu'à la production des savoirs savants, je crains pour l'identité culturelle et linguistique du pays. Je vous remercie. Régis. Oui, alors, pour que le département des sciences du langage survive et que nos étudiants trouvent facilement de l'emploi, il faut que nous puissions innover. Innover vraiment en profondeur. Monsieur Maboukou, j'ai apprécié son intervention quand il dit qu'il faut créer le besoin. C'est à nous de créer ces besoins-là. Lorsque nous allons former nos étudiants et qu'ils sauront qu'avec leur diplôme de linguiste, ils peuvent travailler aux eaux et forêts, ils peuvent travailler à la police, pas pour être policier et siffler dans la rue, mais pour faire des enquêtes policières. Lorsqu'ils sauront qu'avec leur formation de linguiste, ils peuvent travailler aux mêmes endroits que les étudiants sortant du département de géographie. Parce que regardez nos villages. Comment les panneaux qui indiquent nos villages, qu'est-ce qui est indiqué dessus? On a tout déformé. Ils peuvent travailler dans les municipalités. Réforme de l'anthroponyme. Mon Dieu, on aura bientôt plus de nom. C'est à nous de créer le besoin. Seigneur Peter, il faut évoluer dans le débat. Comment peut-on créer ce besoin et faire que les sciences du langage soient véritablement utiles au pays? Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut effectivement, si nous voulons avancer, si nous voulons développer nos langues, donc il faut innover. Il faut effectivement innover, trouver de nouvelles solutions pour faire en sorte que nos langues ne disparaissent pas, parce que, encore une fois, c'est une question d'identité. Parce que ce sont nos langues qui transmettent la culture. Notre culture se trouve dans nos langues. Donc si nous les perdons, nous allons perdre notre identité en fait. Et je pense qu'il faut la préserver en innovant. Il y a maintenant beaucoup de métiers qui se font dans le domaine, par exemple, des industries des langues, qu'il faudrait développer ici. Comme sur les industries culturelles, ça va le faire. Et c'est vrai qu'il y a eu un discours pendant des années où on disait en fait qu'on était bien au fond avec le français au Gabon. C'était un peu la position, par exemple, d'Omar Bongo qui disait que le français c'est le ciment de l'unité nationale. Ce qui voulait dire qu'on n'avait pas besoin de développer les langues locales, mais je pense que c'est discours maintenant dépassé. Nous avons au contraire besoin de développer nos langues. Il faut aller beaucoup plus loin, parce que c'est notre identité, parce que c'est nous, tout simplement. Professeur William, pour aller dans le concret, dans quelle direction voyez-vous une refonte de nos programmes pour aller dans le sens de Régis tout à l'heure qui disait qu'il faut avoir le courage d'innover? Écoutez, je vous remercie, monsieur le modérateur. Mais moi, je n'ai pas la prétention d'avoir une clé en main où je pourrais proposer à des étudiants, après près de 6 heures de réflexion, quelque chose de structuré qui vous permet d'avoir un emploi. Je crois que c'est une question qui est suffisamment sérieuse pour la débattre sérieusement, sans jeu de mots. Je crois que ça peut être l'objet d'un colloque où on peut demander à des universitaires, en s'associant à des privés, on parle beaucoup de partenariat public-privé. Derrière ce mot-là, qui peut ne pas dire grand-chose pour beaucoup d'entre vous, on peut mettre en place quelque chose, parce que souvent ce qui fait la différence entre les pays du Nord et ceux du Sud,
c'est un mot, la prospective. Ils ne sont jamais étonnés par les choses, parce qu'ils arrivent toujours à anticiper en se disant qu'il y a un changement climatique, qu'est-ce qu'on va faire dans 25 ans, dans 50 ans? Si nous ici présents, nous nous accordons en nous disant, dans 6 mois, ça sera bien de mettre en place un panel pour réfléchir comment faire pour que nos étudiants, au vu des cohortes qui sortent aujourd'hui, qu'il y en a qui n'ont pas d'emploi et qu'il est bien de résoudre définitivement ces questions-là, parce qu'en réalité, le travail, nous aussi, on peut dire à la force publique qu'il y a un travail à avoir à tel ou tel endroit. Tout à l'heure, pour faire écho à ce que disait Régis, on parlait tout à l'heure d'eau et forêt. Cela me vient comme ça. L'écotourisme. L'écotourisme, on peut parler des langues. Il faut bien que quelqu'un maîtrise des langues. Si ça se passe dans le nord, il faut bien parler le fond. Ça se passe dans le sud, parler d'autres langues. Donc tous ces éléments-là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait simplement, à la fin de cette première journée-là, qu'il y ait des recommandations. Ma proposition est qu'il y ait un colloque derrière, assorti des recommandations fortes pour que ce que nous faisons s'arrive à du travail. Je vous remercie. Alors, la proposition repose d'abord sur l'existant. Je dirais que notre offre de formation forme nos étudiants au mieux de leurs possibilités. Le deuxième point, il faut que notre offre de formation soit révisitée. Et j'invite tout un chacun à continuer la réflexion sur nos offres de formation, exhumer par exemple nos offres de formation professionnalisantes. On avait une licence professionnalisante pour les transcripteurs en langue nationale qui vont travailler dans les musées, qui vont travailler dans les parcs nationaux, qui vont travailler dans les mairies. Il faut revenir là-dessus. On a eu une licence professionnelle en communication d'entreprise. On a eu une autre formation en psycholinguistique que vous avez vous-même introduite. Ça n'a pas prospéré. Il faut exhumer tous ces projets pour qu'on ait des licences professionnelles, qu'on ait des masters professionnels. Comment passer de la théorie, d'une heure de formation théorique quasiment, à quelque chose de beaucoup plus professionnel? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que l'université doit faire pour rendre les sciences du langage beaucoup plus attractives du point de vue professionnel? Au risque de redire ce que les autres ont déjà dit, c'est un peu ça le malheur de passer après tout le monde. Monsieur Lomo a soulevé un projet, a posé des questions, a fait ressortir le fait qu'effectivement il y avait la nécessité de montrer à ces jeunes gens qu'au-delà de l'enseignement, même si nous, quand on est arrivé en sciences du langage, la seule option qu'il s'offrait à nous, c'était de venir enseigner. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus à faire. Il y a le domaine effectivement des mairies, il y a le domaine des eaux et forêts, il y a tous ces éléments de tourisme et autres. Maintenant, on va réadapter les programmes. Oui, je veux bien qu'on réadapte les programmes, mais après les avoir réadaptés. Parce que même dans tout ça, on a beau avoir des formations professionnalisantes, comme on le dit, il faut qu'il y ait des partenaires. Et ces partenaires, ce sont les entreprises. Ces partenaires, c'est l'État au travers de la mairie. Ces partenaires sont multiples. Et en dehors de cela, il se pose le premier financement. Parce que je pense que si aujourd'hui, les masters et licences professionnelles n'ont pas vu le jour dans le département, c'est aussi des problèmes financiers. Parce qu'on ne va pas ouvrir un master dans lequel on est capable de payer les professionnels qui viennent faire cours. Moi, je veux bien qu'on ouvre les masters professionnels. C'est le vœu de tout le monde. Parce que je pense qu'on l'a mis en place, parce qu'on avait justement trouvé la nécessité d'ouvrir une autre brèche à ces étudiants pour leur dire et on ne va pas seulement uniquement un doctorat pour venir enseigner, mais on peut faire autre chose à côté. Maintenant, il y a tous ceux qui tournent effectivement au niveau de la politique, parce qu'on a beau dire, hein, ça reste politique, parce que c'est d'abord des décisions aussi politiques. Même si nous, on met en place le colloque, on va faire le colloque, on va acter ce colloque-là, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On a vu avec les mémoires qui sont produites, les thèses qui sont produites, qu'est-ce que le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale fait? Qu'est-ce que l'IPN fait de tous ces travaux-là? Les travaux sont existants, les descriptions sont existantes, mais là encore,
il faut que le politique mette la main à la pâte, il faut que le politique vienne vers les linguistes pour dire il y a des travaux qui existent, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ce n'est pas l'enseignant des sciences du langage qui va prendre sa thèse qu'il a produite ici et aller dans un établissement pour aller faire cours. Il faut que l'IPN collabore avec les linguistes, il faut que l'éducation nationale collabore avec les linguistes et il faut des financements pour cela. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il nous reste 3 minutes. Virginie Gaël, 1 minute à chacun, merci, pour répondre à cette question. Quel est le cri d'alarme que l'on peut lancer aux autorités politiques? Parce que finalement, tout ce qui est dit là a pour ciment l'autorité politique. Tout compte fait. Qu'est-ce qu'on peut bien leur dire aujourd'hui pour qu'ils comprennent? Nous poserons la dernière question au professeur Ondo tout à l'heure, avant de passer la parole au directeur du département. Il nous reste 5 minutes. Aux autorités politiques, je dirais tout simplement, le département des sciences du langage existe. Il y a eu des étudiants qui ont été formés, ces étudiants sont aujourd'hui des enseignants. Donc au département, nous avons la compétence. Mais à côté de cette compétence, nous avons besoin des moyens financiers pour mettre en pratique tout ce que nous produisons. Donc nous avons besoin de ce soutien financier, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin d'un accompagnement pour mettre en pratique la compétence qui est déjà un acquis. Merci. Gaël? Alors je vais rester dans le même sens. Je pense que tout le monde est ici d'accord. Il y a la volonté politique. Il faut bien que les politiques prennent conscience de la production au sein du département des sciences du langage et que ce soit une production plutôt utile au développement du pays. Je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation pour qu'ils se rendent compte que ce n'est pas que de la science théorique, mais il y a aussi de la pratique qui peut servir pour le pays. Merci. Alors nous posons la dernière question au professeur Ondo. Historiquement, on connaît tous le rôle joué par le professeur Ondo ici. Je pense qu'après tous les vieux, ce que j'appelle affectueusement vieux, c'est Bambogué, Kwenzi, Mejoulou, dans le désordre. On voit arriver des gens comme le professeur Ondo. Alors, professeur Ondo, le département a été créé en 1994. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un cycle? Est-ce que le moment n'est pas venu de redémarrer autre chose sur d'autres bases? Alors, vous posez en même temps, vous posez la question et vous y répondez, n'est-ce pas, professeur? Effectivement, jusqu'en 1992-93, nous manquions de ressources humaines. Les ressources humaines ont commencé à arriver autour des années 93-94 et jusqu'à ce jour. Donc la ressource humaine, elle est pourvue. Il reste maintenant effectivement à passer à l'autre banc, celui de l'utilité. Et pour correspondre à la thématique de cette année de l'UNESCO, l'UNESCO nous invite à la préservation de la diversité linguistique pour dire la diversité linguistique, elle est là, préservons-la. Et l'UNESCO nous invite également à la promotion du multilinguisme. Les deux vont de pair, n'est-ce pas? Cette promotion-là, elle a besoin d'être soutenue. Les collègues ont évoqué ces questions-là, soutenues en termes de moyens financiers, soutenues en termes de il faut que les gens se mettent à l'ouvrage. Une des questions que nous n'avons pas suffisamment abordées, c'est nous sommes au périmètre, au mètre carré, j'ai envie de dire, nous sommes la communauté linguistique, je veux dire les chercheurs linguistes, les plus nombreux à travers l'Afrique. Nous sommes les plus nombreux. Je me souviens de cette invitation, cette affirmation-là d'un enseignant avec lequel nous collaborions dans le temps, de l'Université Lyon 2, qui nous disait au mètre carré, vous êtes la communauté de chercheurs la plus importante à travers le monde. Mais que faites-vous? Que faites-vous pour vous rendre utile, pour vous rendre visible et rendre visible vos langues? C'est à cela, à cette question-là, que nous devons répondre dorénavant. Donc, mesdames et messieurs, on va applaudir très fort pour nos débatteurs. Merci à tous. Nous allons donc inviter ici très respectueusement le directeur du département, sans qui cette manifestation n'aurait pas lieu.
Nous voulons la féliciter pour ses efforts. Nous voulons la féliciter pour son dynamisme. Madame Valam, directeur département, vous venez ici. Non, vous venez ici. Si, on applaudit très fort pour Madame le directeur département. Vous venez maintenant. Voilà, ici. Voilà, non, ici, on peut rester là. Voilà, oui, tu peux être là-bas. Non, ça doit être. Si. Ah, tu peux être assise. Bon, chers amis, on enregistre le directeur de département pour le mot de clôture sous vos acclamations. Merci, professeur Igata. Je n'ai pas participé au débat parce que bon, j'ai fait des allers-retours par rapport à la journée. Mais vraiment, je remercie les différents intervenants depuis ce matin pour la qualité de leur communication, leurs différentes communications et surtout les différents apports par rapport aux étudiants. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont appris tellement de choses. Peut-être depuis le début de l'année, c'est vraiment là, je crois qu'ils ont fait le tour des sciences du langage parce que là, ils ont vu que les enseignants au même endroit pour répondre aux préoccupations qu'ils ont quasiment tous les jours par rapport au département. Donc moi, je ne reviendrai plus sur tout ce qui a été dit, parce que je partage l'avis des uns et des autres, les différents avis et les différentes propositions qui ont été faites. Mais je voudrais quand même insister sur ce qui se fait au département des sciences du langage. Je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé de volonté politique et on a posé cela comme étant le ciment pour que les choses aillent dans le bon sens. Et pour moi, je le dis et je te le dis, c'est la solution. Parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on fait. Quand les journalistes vont sortir, ils vont voir tout ce qui est comme production dehors. Mais malheureusement, ces productions restent dans nos tiroirs. Même quand il y a des concertations, et que ces concertations demandent à être vulgarisées, malheureusement, ça reste bloqué à un certain niveau. Et nous avons l'impression de tourner en rond. Mais par rapport à ce qui se fait en sciences du langage, je ne pense pas qu'on tourne en rond. Même si on doit améliorer les problèmes, parce que c'est clair, on doit aller en s'améliorant. Mais il est clair que ce qui se donne au sciences du langage aujourd'hui, nous avons tous l'expérience de l'enseignement en langue maternelle, du moins de la formation des enseignants en langue maternelle du côté de l'ENS. Malheureusement, on le redit sans volonté politique, on ne peut pas y arriver. Parce qu'il y a eu des enseignants qui ont été formés. À la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Ces enseignants ont été, on leur a demandé d'enseigner du français. Parce que tout simplement, dans les textes existants, il n'y avait rien pour les langues nationales. Donc, on va créer tout ce qu'on peut, on va créer des besoins, mais vraiment, je crois que c'est le moment de lancer encore un cri de cœur à l'endroit des autorités pour dire que les choses se font sur le développement, sur la promotion, sur la sauvegarde, tout ce qu'on peut faire sur les langues maternelles de notre pays, on le fait ici. Les bibliothèques, tous les enseignants que vous avez sur ce plateau sont tous gradés. Ça veut dire que s'ils sont gradés, c'est qu'ils ont écrit des choses, ils ont fait des propositions qui ont été à créer ailleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas qu'on ne puisse pas transformer ces propositions en des choses qu'on fait, mais on a l'impression, moi je le dis souvent, si les langues maternelles étaient du pétrole, il y aurait beaucoup de monde ici. Mais ce n'est pas du pétrole. Donc c'est à nous de continuer à mener la lutte que nous menons, de sorte que nos étudiants ne se sentent pas inutiles, ils ne sont pas inutiles, ne le pensez même pas. Ce que je dis quand vous arrivez, c'est que tous les gens que vous voyez ici, quand ils sont arrivés au département de linguistique à l'époque, ou bien des lettres modernes, comme c'est le cas de certains, et après ils ont pris une direction lettres linguistiques, beaucoup ne savaient même pas comme vous pourquoi ils étaient là. Mais ils ont appris à aimer ce qu'on fait. Et ce qu'on fait a un aboutissement. Ce n'est pas théorique, mais il faudrait effectivement, dans la création des besoins, que l'État nous accompagne. On a eu des masters professionnels, on a proposé des masters. Donc l'un de ces masters, c'est médiation culturelle qui prenait déjà en compte tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que les linguistes peuvent servir dans les hôpitaux. On est d'accord? Comment les linguistes peuvent servir dans les hôpitaux? Il y a des vieilles mamans qui arrivent qui ne parlent pas français. Comment on fait? Dans les tribunaux, comment on fait? Dans les polices, dans les commissariats, les linguistes sont utiles
auront eu cette formation ne soient pas convertis en autre chose parce que tout simplement, la politique linguistique de notre pays ne met pas l'accent, ne valorise pas nos langues maternelles. Donc je voudrais clôturer tout simplement en remerciant les uns et les autres. Cette journée a été enrichissante pour tous et la 3e édition va se clôturer de sorte que l'année prochaine, nous allons, après cette concertation, après cette journée, on va se retrouver. Les communicateurs ont fait des propositions très intéressantes, les linguistes ont fait des propositions. On va se retrouver en dehors des politiques. Nous, on va continuer à proposer ce qu'on a à proposer et de faire en sorte que nos langues ne disparaissent pas. Et elles ne disparaîtront pas. Je vous remercie. Alors, juste pour la fin, la clôture scientifique du professeur porte immédiatement. Le micro. Tiens. Tu peux avoir une minute, non? Madame le chef du département, mesdames et messieurs les enseignants, en vos grades et qualités, chers étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs les invités, passionnés de culture. La question de la préservation de la diversité linguistique dans le monde et promotion du multilinguisme à l'aune de notre société mondialisée préoccupe à bon droit les linguistes. Quelle place réserve-t-on à nos langues gabonaises dans le maelstrom linguistique de la mondialisation? Poser cette question, c'est replacer la place de la langue dans l'animation et le développement de nos sociétés en proie à plusieurs questionnements existentiels. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Que laisserons-nous comme legs culturel aux générations futures? Plus qu'une méthode à asséner mécaniquement ou une politique publique à assumer, le département des sciences du langage, à l'initiative de son directeur de département et de l'extraordinaire adhésion de ses collègues et étudiants à son projet, a bien voulu rappeler à la communauté scientifique de l'UOB en particulier et de notre pays en général, même si les limites géographiques n'existent plus en ce monde numérique, que la question de la sauvegarde de nos langues reste d'une actualité brûlante, en ce que les langues demeurent le véhicule vivant des formes de pensée et de structuration cognitive d'un peuple. Pour le dire autrement, la maîtrise et la transmission de l'héritage culturel de nos langues participent de la contribution de nos pays à la diversité et à l'enrichissement du patrimoine de notre humanité. Je ne saurais terminer cette modeste allocution sans remercier vivement les autorités des canals, les sponsors, il y en a toujours, les collègues plus que jamais nombreux, les étudiants très enthousiastes qui ont pris leur précieux temps pour nourrir la réflexion sur la préservation de la diversité culturelle. Gageons que la culture gabonaise, via une régénération de ses langues, grâce aux linguistes, au pouvoir public, à la force agissante de la jeunesse de notre pays, trouvera toujours l'inspiration et la force de travail pour que nos langues deviennent des facteurs de développement de nos sociétés. Je vous remercie.